Direction Uvalde, au Texas, aux États-Unis. Le 24 mai 2022, dans l'école primaire de Rob, un jeune homme d'à peine 18 ans pénètre dans l'établissement et ouvre le feu. Cette fusillade sera la pire dans une école primaire, depuis la tuerie de Sandy Hook en 2012 et la fusillade scolaire la plus meurtrière de l'histoire du Texas. Aujourd'hui, découvrons ensemble la tuerie d'Uvalde. Uvalde est une ville de 16 000 habitants, située à 100 km de la frontière du Mexique. Et la population y est majoritairement hispanique. Robb Elementary School est une petite école primaire qui se trouve au 715 Old Carrizo Road, et avec plus de 90% de ses élèves hispaniques, dont 87% sont issus d'un milieu défavorisé. Le 24 mai 2022 est une journée qui commence comme les autres. Il ne reste que 2 jours avant les vacances d'été pour les écoliers américains, et au Texas, dans le petit village de Uvalde vers 10h du matin, Salvador Ramos, un jeune homme de 18 ans, muni d'une arme semi-automatique, pénètre dans la chambre de sa grand-mère. Tous les deux vont se disputer et il va lui tirer dessus. Ensuite, il va très rapidement fuir les lieux en volant la voiture de sa grand-mère alors qu'il n'a pas de permis de conduire et ne sait pas conduire. Malgré ça, il va quand même se rendre à l'école primaire du village, laissant sa grand-mère pour morte. La grand-mère peine à bouger, mais elle est encore en vie. Et par chance, elle utilisera ses dernières forces et réussira à appeler les secours et même à alerter la police. Elle sera après transportée à l'hôpital dans un état critique, mais survivra. À 11h28, Salvador roule à toute vitesse en direction de Robb Elementary School, une école primaire du village dans laquelle il avait été scolarisé par le passé. Et ne sachant pas conduire, il percute l'entrée de la barrière de l'établissement et s'enfoncera dans un ravin. Il sort et abandonnera le véhicule. Le jeune homme est équipé d'un gilet pare-balles, d'une arme de poing et d'un fusil d'assaut type AR-15. Il va ensuite tirer sur 2 personnes qui se trouvaient devant l'établissement. Tout de suite, l'enseignant, avant même qu'il rentre à l'intérieur, remarque le tireur et appelle la police. Un premier officier arrivera sur les lieux, en cherchant Salvador. Mais il reste introuvable. Salvador était bien conscient qu'il était recherché et que la police était à sa trace, et il s'était caché, accroupi, et le policier ne l'a pas vu. Un autre policier arrive et pointe Salvador avec son arme. Il s'apprête à tirer, mais il attend la confirmation de ses supérieurs pour pouvoir le faire. Et au final, trop tard, il s'est enfui. À 11h33, il s'introduit sans aucune difficulté dans l'école. Son entrée dans l'école sera filmée par les caméras de vidéosurveillance. Il rentre, il avance dans les couloirs et se dirige en direction des classes. Et sans même rentrer dans les salles de classe, il commencera à tirer au hasard. Voyant les élèves et les enseignants paniquer, il en profite et se met à crier « C'est l'heure de mourir !» Et il ouvre les salles de classe. Il menace les élèves qu'il croise et puis il ouvre le feu sur eux. D'après le témoignage d'un enseignant rescapé alors qu'il regardait un film avec ses élèves, il a entendu les coups de feu et a ordonné à tous de se cacher sous les tables, ce qu'il fit lui aussi juste après. Et malgré ça, Salvador lui a quand même tiré dessus. Pour s'en sortir, il fera semblant d'être mort, ce que beaucoup d'autres élèves feront aussi, et heureusement, il s'en sortira. Salvador se barricade ensuite dans une classe avec des élèves et des enseignants. Une enseignante tente de s'interposer, mais immédiatement elle se fera tirer dessus. D'après d'autres témoignages, plus précisément celui de Mia, une jeune fille rescapée, Salvador serait entré dans une classe, aurait crié « Bonne nuit » à la professeure avant de lui tirer une balle dans la tête. Mia explique aussi qu'il faisait des allers-retours. Il quittait la classe, puis il revenait. C'est d'ailleurs à ce moment-là que Mia a pu s'en sortir, parce qu'une fois le tireur sorti de la classe, elle s'est rapprochée d'un cadavre, a pris son sang, s'en est étalée sur le visage et s'est faite passer pour morte. Un réflexe qui l'a probablement sauvée. D'après un autre témoin, Jordan, il y avait des tirs en rafale. Tout le monde s'est tout de suite mis à terre. Et pendant plus de 4 minutes, les tirs n'arrêtaient pas. À 11h36, la police entre dans l'école à son tour. L'équipe de police est nombreuse. Ils vont tenter de neutraliser le tireur, mais sans lui tirer dessus. Et ils décideront, malheureusement, de ne pas intervenir. Et cela pendant plus de 74 minutes. Une décision qui sera très largement critiquée après le drame. D'autres policiers vont arriver en renfort, mais toujours sans intervenir. 47 minutes plus tard, 4 autres coups de feu retentissent. Les policiers se rapprochent du tireur, mais toujours sans agir. Et c'est seulement 74 minutes plus tard qu'une unité d'élite de l'United State Border Patrol arrivera en renfort avec des boucliers et entrera dans la salle de classe où était Salvador. Il essaiera de se défendre, mais à 12h50, l'assaut est lancé, un policier est blessé et un autre parvient à tuer l'assaillant à 12h58.
Les médias vont très vite relayer l'information, et de nombreux parents ayant été informés par les médias ou par les réseaux sociaux, ou même directement par les familles et les professeurs, se précipitent devant l'établissement dans l'espoir de pouvoir retrouver leur enfant sain et sauf. Mais une fois devant le bâtiment, les parents sont contraints d'attendre. Longtemps, très longtemps. Et pour beaucoup, cette attente est insoutenable. La fusillade avait démarré à 11h30, mais la police ayant mis des enfants de côté, en sécurité dans des salles à proximité de l'établissement sans prévenir les parents, les familles n'avaient pas eu de nouvelles. Certains parents sont même obligés de rester jusque tard dans la nuit pour espérer obtenir des informations. Et d'autres vont même apprendre la mort de leurs enfants sur les réseaux sociaux. Certains parents, à bout de force, n'ont pas voulu attendre et ont décidé eux-mêmes de s'introduire dans l'établissement pour récupérer leurs enfants. Au total, 19 élèves entre 7 et 10 ans et 2 enseignantes ont été tués, soit le lourd bilan de 22 morts au total, en comptant Salvador. En moins d'une demi-heure, plus de 400 tirs ont été effectués. Et on compte aussi 3 policiers qui ont été grièvement blessés. Dans la petite ville d'Uvalde, beaucoup de gens se connaissaient. La plupart des habitants ont déjà été élèves de cette école ou parents d'élèves. Les enseignants qui travaillaient dans l'école d'Uvalde y sont souvent depuis des années. C'était d'ailleurs le cas d'Irma Gracia et d'Eva Miralles, tués dans l'école, qui renseignaient à Robb Elementary School depuis plus de 17 ans. D'ailleurs, pour info, Joey Garcia, le mari d'Irma Garcia, une des 2 enseignantes tuées dans l'attaque, mourira 2 jours plus tard d'une attaque cardiaque en rentrant chez lui, après avoir déposé des fleurs à la chambre funéraire de son épouse. Beaucoup appelleront cela « mourir d'amour ». Après le drame, l'école est restée fermée pendant plusieurs mois. Certains élus ont même souhaité détruire l'école, mais finalement elle rouvrira la rentrée suivante avec une sécurité renforcée. Les critiques sur les forces de l'ordre. L'intervention des forces de l'ordre sera qualifiée d'un échec absolu par le directeur de la sécurité publique du Texas. Salvador Ramos avait écrit quelques jours auparavant sur Facebook qu'il souhaitait attaquer une école. Il s'est aussi vanté d'avoir acheté 2 fusils d'assaut et a prévenu qu'il allait tuer sa grand-mère. Mais personne n'avait pris ces publications au sérieux. Après le drame, les policiers qui ont été accusés de ne pas avoir réagi assez vite ont expliqué qu'il était impossible d'intervenir sans causer plus de dégâts. Certains vont expliquer que les portes étaient verrouillées et qu'ils étaient en attente des clés, et cette explication sera jugée absurde par certains parents parce que les policiers devraient tous être en capacité de pouvoir défoncer les portes si nécessaire, et en particulier dans les situations comme celle-ci. Les images des policiers qui n'interviennent pas ont choqué la population. Sur la vidéo, pendant que le tireur est en train de tuer, on voit l'un des policiers se mettre du gel hydroalcoolique. Une situation jugée complètement aberrante. En réaction, le porte-parole du département de la sécurité du Texas, Chris Olivares, affirme que les premiers officiers arrivés sur les lieux étaient désavantagés et qu'ils n'avaient aucun moyen d'entrer. Le 27 mai, le directeur du département de la sécurité publique du Texas, Stephen McCrow, reconnaît avec le recul que la police a pris une mauvaise décision. Et devant la commission d'enquête du Sénat de l'État, il a qualifié l'intervention policière d'un échec absolu et a pointé la mauvaise décision du responsable de la police sur place. De nombreuses rumeurs vont apparaître sur Salvador et sur le mobile du crime, suite à une photo de lui en jupe avec un drapeau transsexuel qu'il hisse fièrement derrière lui, diffusé sur les réseaux sociaux. Il sera dit qu'il s'agissait d'un étranger illégal, de gauche et transsexuel. Mais les rumeurs ont très vite été démenties parce que sur la photo, il s'agissait d'une personne qui n'avait rien à voir avec le drame et qui n'habitait même pas au Texas. Salvador Ramos est un jeune homme de 18 ans, né le 16 mai 2004 dans le Dakota du Nord et issu d'une famille modeste. Depuis mars 2022, il vivait chez ses grands-parents à Uvalde, après un conflit avec sa mère. Suite à une énorme dispute avec elle, où elle avait coupé le wifi, Salvador l'avait qualifié de salope et avait quitté le domicile. Il était lycéen, mais il avait beaucoup de mal à l'école, et il allait que peu souvent en cours. Il était censé obtenir son diplôme à la fin de l'année scolaire. Mais lorsque son meilleur ami a déménagé, il a complètement décroché l'école. Il a commencé à se laisser pousser les cheveux, à porter des Rangers, à changer de comportement et à devenir agressif. Et c'est finalement en octobre 2021 qu'il se fera expulser de l'école pour son absentéisme. Cet été-là, il travaillait dans un fast-food, non loin d'Uvalde, au Wendy's. D'après ses collègues, il était décrit comme quelqu'un de très discret, mais parfois il pouvait être menaçant avec les employés, et surtout avec les femmes. Salvador n'avait pas de problèmes mentaux, et d'après ses proches, il était vu comme quelqu'un de gentil, simple et discret. Il n'avait a priori aucun casier judiciaire. Il souffrait d'un trouble de la parole. Il était bègue, et ça depuis son très jeune âge. Et on apprendra qu'il a été aussi victime de harcèlement sur les réseaux sociaux à cause de ses troubles de la parole, mais aussi de ses conditions de vie qui étaient particulièrement modestes. Il a commencé à de plus en plus se renfermer, à s'isoler, et c'est à ce moment-là qu'il s'inscrit sur le réseau social Yubo, un réseau social pour faire des rencontres entre jeunes
avec un système qui ressemble à Tinder où les utilisateurs peuvent chatter ensemble, mais aussi avec un système de vidéo en live. Et sur cette plateforme, 80% des utilisateurs ont entre 15 et 20 ans. C'est donc sur ce réseau qu'il prendra contact avec quelques personnes et il les informera de ses futurs plans macabres. Sur Yubo, il va aussi menacer d'autres utilisateurs, surtout des femmes, et il se vantera d'être en possession d'armes à feu. Juste après son anniversaire, il a pu, dans une armerie et de façon totalement légale, se procurer 2 fusils d'assaut. Ça faisait longtemps qu'il en cherchait. Avant, il avait demandé à sa sœur d'aller acheter des armes pour lui quand il était encore mineur, mais elle a refusé et il aura donc dû attendre sa majorité pour pouvoir s'acheter des armes. Dans un magasin d'armes local, Salvador Ramos a acheté un fusil automatique et 3 jours plus tard, 375 cartouches de munitions de 5,5 mm. Et sur ses réseaux sociaux, il a publié fièrement ses nouvelles armes à feu. D'après certains témoins, Salvador aurait été aperçu en pleine nuit avec un pistolet à billes tirant au hasard dans la rue et lançait des œufs sur les maisons. Il voulait devenir célèbre en tuant des gens. On a retrouvé des vidéos de lui avec des sacs contenant des chats morts. Sur l'application Yubo, il se sentait libre de montrer tout ce côté sombre. On a demandé à une personne qui était en contact avec lui sur l'application Yubo si elle était au courant de ses agissements et pourquoi elle n'a pas averti la police. Et d'après elle, c'est parce que ce genre de comportement est très courant sur Internet. Sur Yubo, Salvador avait prévenu qu'il allait commettre l'irréparable, mais forcément, via Internet, c'est difficile de démêler le vrai du faux, parce que malheureusement, des personnes qui menacent ou qui incitent à la haine, et particulièrement en étant anonymes sur Internet, ça arrive tout le temps. Quelles ont été les réactions ? À la suite de ce drame, et comme à chaque fois, les drapeaux du pays sont mis en berne, et le président fera un discours. Il se montrera particulièrement ému. Il se dit écœuré et fatigué de la situation. Il exprime vouloir affronter le lobby des armes et il veut du changement. Le sénateur du Connecticut, Chris Murphy, en viendra même à supplier en pleine cour pour qu'il y ait du changement. Son intervention a fortement fait réagir. À chaque tragédie, les mêmes discours apparaissent. Comme quoi ça se reproduira plus jamais, qu'il faut agir, etc. Mais encore une fois, rien ne va changer et aucune loi ne sera mise en place contre le lobby des armes. En 2016, Barack Obama, avec Joe Biden, qui était vice-président à ce moment-là, tentera de mettre en place une régulation du port des armes par un background check, c'est-à-dire un contrôle des antécédents judiciaires et psychiatriques pour chaque personne qui souhaite obtenir une arme. Mais suite au texte du second amendement de la Constitution, qui affirme que le droit de détenir et de porter des armes ne doit pas être transgressé, cette régulation n'a pas pu être mise en place. Et c'est justement ce texte de la Constitution qui est quasi impossible à modifier qui crée tout le problème et qui rend le lobby des armes aussi puissant aux États-Unis. La NRA, le lobby pro-armes, est le plus puissant du monde, avec un budget de plus de 300 millions de dollars annuels. Et bien évidemment, ils font tout pour que la Constitution ne soit pas changée. À chaque tentative de régulation et de modification de loi sur le port des armes aux USA, ils la font échouer. Le lobby des armes est même tellement puissant qu'il dépasse celui du gouvernement. Et cela s'illustre notamment par la vidéo de Barack Obama en pleurs après la fusillade du Texas, alors qu'il avait quelques années plus tôt fait une tentative pour mettre en place une régulation sur le port des armes. Et tout ça en tant que président de la République. Les tueries de masse restent donc un cauchemar chronique pour les Américains. Les Américains possèdent la moitié des armes à feu dans le monde entier. Cette fusillade était la 27e en milieu scolaire, sur la seule année 2022. Et la 200e fusillade de masse, juste pour l'année, soit presque une par jour. Et c'est comme ça que cette terrible histoire se termine. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que cette histoire vous aura plu, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre terrible histoire.